Du coup, ce rôle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en aurait, ou pas, qui en aurait déjà entendu parler de ce que c'est? Hein? Toi? D'accord. Donc, du coup, personne d'autre? Ok. Bah, vas-y, dis-nous un peu ce que tu aurais retenu de ça, de ce que tu aurais essayé pour voir. C'est ça. Donc après, plus ou moins automatiquement, la version qu'on va voir, il y a quand même des questions à répondre. Après, il y a une version un peu plus avancée, mais que j'ai pas encore trop regardé dans les détails, qui fonctionne, ce qu'ils appellent Microsoft Deployment Toolkit, qui est plus complexe à mettre en place, mais par contre, qui offre aussi beaucoup plus de souplesse, notamment la possibilité d'installer Windows 11 par du déploiement. Parce qu'il faut savoir qu'avec le WDS qu'on va voir, Windows 11 ne peut pas être déployé par ce système-là. Il faut passer sur l'autre. Mais là, l'autre, faut que je regarde encore un petit peu plus en détail parce qu'il est plus complexe à mettre en place. Mais quand j'aurai regardé, on essaiera de le voir. Mais vous pourrez regarder aussi de votre côté sur justement, je crois que c'est IT Connect, il y a tout un tutoriel qui montre comment le faire. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué par rapport au WDS. Mais le WDS nous permettra aussi de pouvoir installer des versions de Windows qui auront déjà des programmes prédéfinis. Mais ça sera une deuxième étape. Pour l'instant, on va déjà voir la base, que vous entraîniez sur la base. Donc, ici, bon, on va aller sur notre serveur. Et donc, du coup, effectivement, ça permet d'installer des machines à distance à travers le réseau. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une clé une clé USB pour chaque poste et que vous avez 5 ou 10 postes même à réinstaller à distance, bah, du coup, plutôt que d'avoir une clé USB, et bah, tout va se passer directement par réseau. Vous allez vous connecter au serveur et c'est le serveur qui va envoyer les informations. Sinon, il vous faudrait 10 clés pour faire 10 fois la manœuvre et tout, de booter sur le bon truc. Enfin, là, on va avoir besoin de changer le boot quand même, mais on a moins d'opérations quand même. Donc, on retourne sur notre serveur. Vous pouvez reprendre celui qui avait déjà les éléments parce que du coup, il y a besoin des éléments qu'on a déjà installés en réalité. Parce que pour que fonctionne un serveur de déploiement, on a besoin d'un DHCP qui fonctionne, configuré avec une étendue, et on a besoin d'avoir un serveur DNS qui fonctionne. Ça tombe bien, on a déjà installé les deux. Donc à la limite, vous pouvez éventuellement faire un snapshot aussi, comme ça pour revenir à cette étape-là. Soit enlever le contrôleur de domaine, ou là au moins pour un autre exercice après, je vais vous laisser retenter, comme ça vous renlevez au moins le WDS pour pouvoir le retenter. Que là je vais vous expliquer, et puis après je vais vous laisser tester un petit peu quand même. Alors, donc ici, bah, vous allez dans le tableau de bord ou dans Gérer pour ajouter un rôle, comme vous faites pour le rôle de DHCP, DNS, AD. Ça bouge pas. Et ici, il s'appelle donc Windows Deployment Service. Oui. Hmm. Donc, Windows Deployment Service. Donc après, en fonction de la version, des fois elle est traduite ou des fois elle n'est pas traduite. Donc des fois, vous le trouvez à Service de déploiement Windows. Si vous ne le trouvez pas tout en bas, vous le cherchez dans les S pour Service de déploiement Windows. Par exemple, dans le Windows 2019, c'est à Service de déploiement Windows. Sur la version 2022, c'est à Windows Deployment Service. Bon. Et la 2025, j'ai pas trop fait attention. J'en suis pas encore trop servi. Savoir s'ils l'ont mis à W ou s'ils l'ont mis à S. Mais bon. Si vous savez ce que signifie WDS, vous arrivez à le trouver dans l'un ou dans l'autre. Donc on le coche, on laisse les options qu'il a choisies par défaut.
Les fonctionnalités, pareil, on n'y touche pas. Donc là, il vous reprécise bien, du coup, que vous devez avoir un DHCP et un DNS sur le réseau. Pas forcément sur la machine qui va servir de WDS, mais au moins sur le réseau. Et après, de rajouter des images de démarrage et de boot, mais ça, c'est ce qu'on va voir après, de toute façon. Donc, il vous fait un petit résumé quand même de qu'est-ce qui pourrait poser des soucis. Donc ici, serveur de déploiement et serveur de transport, on le laisse parce que c'est le même qui va gérer les deux. Et ici, on fait installer comme on fait les autres fois. Oui, c'est ça, il va se connecter dessus et c'est lui qui va faire le transport de l'image. Mais en général, les deux rôles sont sur le même serveur. Bon, pareil, dans la théorie, on pourrait séparer, mais là, pour le WDS, ça vaut pas forcément l'intérêt non plus. Mais effectivement, le boot qu'on va avoir besoin pour pouvoir démarrer, ça va être le boot PX, ce qu'on appelle PXE. C'est le fameux boot sur lequel vous tombiez quand vous oubliez par exemple de mettre l'ISO, quand vous avez installé une nouvelle machine virtuelle. C'est là où il essayait de charger. C'est ça le boot PXE, le boot réseau. Et du coup, bah, c'est ce fameux boot là qu'on va se servir pour pouvoir installer une machine directement. Donc là, on va faire fermer. Donc vous voyez maintenant le WDS est apparu dans la liste. Là, il n'y a pas besoin de tâches finales et tout. On fait un clic droit et on va console de gestion des services de déploiement de Windows. Donc ici, si vous cliquez sur la petite flèche à côté de serveur, vous voyez que vous trouvez notre serveur ici. Je vais remettre la souris en noir quand même. Du coup, ça se voit mieux. On va essayer un truc pour voir si ça semblerait mieux. Du coup, avec la distance et la qualité, voilà. Est-ce que ça se voit mieux du coup le curseur là, je pense. En noir et en plus gros. Ouais. Mais bon, j'ai déjà essayé de régler, je peux pas faire beaucoup plus net, je suis désolé. Donc voilà, au moins quand je pointe quelque chose, c'est un peu plus simple déjà à repérer, je pense. Donc là, il nous dit que il n'est pas configuré, ce qui est normal parce qu'on n'a encore rien fait. Donc on va faire un clic droit et configurer le serveur. De toute façon, si vous avez un doute, il vous le met ici, hein. Littéralement, il vous dit de le faire un clic droit sur le serveur et de le configurer. Donc j'ai rien inventé, il le dit lui-même. Donc là, il vous rappelle que qui peut être soit un serveur qui est utilisé en tant qu'un serveur qui est à l'intérieur d'un domaine, mais le WDS peut être aussi autonome de l'Active Directory. Bon, ici, on va l'utiliser dans ce cas-là en tant que lié à l'AD, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir un serveur WDS, même si l'environnement où vous êtes n'a pas de serveur de domaine. C'est pas incompatible. Bah en fait après on va voir que normalement si on est relié dans le domaine et que les choses se passent bien, la machine devrait directement être enrôlée dans le domaine quand on va terminer. Bon, ça arrive des fois que ça marche pas.
Mais normalement, en général, ça, c'est censé enrôler automatiquement la machine. Donc, il rappelle qu'il faut un serveur DNS et une partition NTFS pour stocker les images. Donc là, ici, c'est là qu'il nous pose la question, est-ce qu'on veut intégrer Active Directory ou autonome? Donc, du coup, on va faire intégrer Active Directory, ce qui va faciliter le fait que les machines soient enrôlées directement. Et ici, du coup, tout simplement, il va vous demander où il va stocker les informations des différentes images et tout et des sources qu'on va lui donner au WDS. Donc par défaut, il fait remote C sur C remote install. Mais si je fais suivant là, il me met un message. Donc là, forcément, vous le voyez pas. Il me dit le volume sélectionné est également le volume système Windows. Pour des meilleures performances et une plus grande fiabilité des données, les dossiers d'installation doivent être stockés sur un volume distinct et si possible sur un disque distinct du volume système. Donc voilà pourquoi je vous ai dit tout de suite que dans l'idéal, il faut toujours créer un deuxième disque pour tout ce qui va être les données. Parce que WDS, si je fais oui, il va continuer quand même sur le C, mais il nous prévient directement que c'est pas la bonne façon de faire. Donc c'est pour ça, prenez l'habitude de cette base-là. Toutes les données sur un serveur, vous le mettez sur un deuxième disque. Comme ça, vous fatiguez pas le premier disque et vous risquez pas d'avoir des possibles conflits. Donc là, je vais faire non. Et du coup, je vais mettre tout simplement remote install ou ce que je fais des fois, au lieu de remote install, je l'appelle WDS. Bon, ça après, c'est ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que vous pouvez pas mettre juste E2 points par exemple. Ça, il va vous le refuser. Faut mettre au moins un sous-répertoire. Au moins un répertoire par rapport à la racine. Donc là, WDS, remote install au choix. Ici, du coup, on va laisser cocher ces cases-là parce qu'effectivement, on a l'impression que il va pas écouter les ports DHCP, DHCP V6, mais mais ça, c'est parce que le serveur où il y a le DHCP est le même que le serveur où il y a WDS. Par contre, ça peut être intéressant de les décocher si le serveur DHCP n'est pas sur le même serveur que le WDS. Mais en général, dans les exercices qu'on va faire, ça sera le cas. Donc, à 98% des cas, vous allez laisser ces cases-là cochées. Mais, là, regarde si tu as bien ton disque E qui existe. Ouais, bah, clique dessus et là, faut que tu mettes un répertoire. Mais WDS là. Si ça se trouve, tu avais peut-être effacé un caractère sans faire gaffe, peut-être. Si tu avais enlevé le slash sans faire gaffe, peut-être que. Hein? Ouais. Bon, bah, je sais pas, du coup, j'ai pas vu le message de loin, mais s'il avait pas reconnu quelque chose en fait. Donc, voilà. Ici, c'est là qu'il faut faire attention aussi. Donc là, il parle de la réponse du PXE. Donc, c'est-à-dire, ça, après, on va déterminer si ça permet de déterminer comment le WDS répond par rapport aux demandes des clients. Les clients, c'est-à-dire les machines sur lesquelles on veut installer Windows. Donc première case, ne répondre à aucun ordinateur client. Ça veut dire que bah, du coup le WS, même s'il reçoit une demande, bah, il répondra rien. Donc ça peut être utile si vous êtes en train de configurer un nouveau serveur, qui a déjà un serveur qui fonctionne. Ça peut éviter que du coup les requêtes de WDS arrivent sur le nouveau serveur alors que il n'est pas forcément fini comme il faut. Donc ça peut être intéressant dans certains cas où vous êtes en train de mixer un peu de la production et de la préparation.
Donc répondre uniquement aux ordinateurs clients connus, ça veut dire qu'en fait, il va répondre uniquement aux ordinateurs qui sont déjà connus dans l'Active Directory. Donc, si effectivement vous aviez déjà l'Active Directory, qui avait déjà un certain nombre d'ordinateurs qui étaient enrôlés, ces ordinateurs-là pourront demander le WDS et le serveur répondra pour la procédure. Mais par contre, un ordinateur qui ne fait pas partie, dont l'adresse MAC et tout n'est pas reconnu dans l'Active Directory, ne répondra pas. Le WDS ne répondra pas à ce PC-là. Donc il faut rentrer les adresses MAC des. Bah, faut que le client ait été enrôlé si on prend la deuxième ligne. Ça marche que pour les PC qui ont déjà été enrôlés une fois dans la machine. Et ensuite, il y a la troisième solution, répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. C'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas encore rentrés dans l'Active Directory seront reconnus pour répondre au WDS. Donc là, dans ces cas-là, on peut se dire, bah, du coup, n'importe quel PC qui arrive sur votre réseau, quelqu'un qui connaît peut le demander et tenter de récupérer des choses comme ça. Donc c'est pour ça que là, on va pas le faire tout de suite, on le fera après, on fera un test après. Il y a une case, exiger l'approbation administrateur pour les ordinateurs inconnus. C'est-à-dire que du coup, si un ordinateur qui n'est pas connu demande le WDS, il va avoir une réponse, mais la réponse est en attente de l'administrateur. Et du coup, là, il vous faudra venir, l'administrateur devra venir cocher directement une case pour dire s'il accepte ou pas que cet ordinateur-là puisse bénéficier du WDS. Donc pour l'instant, on va pas la cocher, mais si à un moment, je vous demanderai de la cocher pour faire un test. De toute façon, je vais vous montrer où vous le trouvez. Mais du coup, clairement, il va vous dire non, c'est en attente, on doit valider, savoir si c'est OK. Donc les clients connus, c'est plus pour un cas de migration de poste. De migration de poste où il y a eu un problème sur la machine. Du coup, faut la réinstaller, donc ou changement de disque, par exemple. Le disque, la machine n'était plus suffisamment gros par rapport à l'utilisation de cette personne-là. On met un nouveau disque. Ces données, en général, elles sont sur le serveur, du coup. Du coup, on n'a pas besoin de s'embêter à cloner ou quelque chose comme ça le disque actuel. Et du coup, bah, on réinstalle à partir du WDS une image Windows qui a éventuellement déjà tous les programmes préinstallés pour ce poste-là. Et après, bah, il y a juste à lier ces données par rapport au serveur et puis c'est reparti. Ou le serveur, bah, le Windows a craché, il y a eu un problème de mise à jour, il y a tout qui a craché, il faut le réinstaller, pas le choix. Et bah du coup, on peut utiliser le WDS pour le faire. Parce que du coup, le WDS, on peut s'en servir à partir de n'importe où dans le réseau, ou même sur un autre bâtiment, hein, une autre ville. Si le WDS est relié sur le même réseau, du moins qu'elle arrive à accéder au serveur où il y a le WDS, il pourra en bénéficier aussi. Via notamment, par exemple, via l'utilisation de VPN, par exemple, qui permettent de relier toutes les machines, même distantes, sur le même réseau. Donc, comme ça, si le service informatique principal est à Paris et qu'il y a un autre truc à Bordeaux, où il n'y a pas de service informatique direct, bah du coup, on peut arriver à guider plus ou moins, c'est pas très compliqué de guider la personne avec le WDS. Donc là, pour l'instant, on va cocher tous les ordinateurs clients connus et inconnus. Donc là, il copie ces éléments. Et là, bon, là, c'est une erreur qui arrive à 98% du temps. Oui. Non, pas là. On le fera un test de ça une autre fois. Faire déjà le test normal. Là, il dit que le service n'a pas répondu assez vite à la demande. Bon, ça faut pas vous inquiéter, à 98% du temps, voire presque 100% du temps, vous avez ce message-là. Donc c'est pas grave. Et là, on fait termine. Donc vous voyez que votre serveur, du coup, il est en noir parce que le service n'a pas démarré. Donc rien de grave. Clic droit, toutes les tâches.
comme dans tous les services, et démarrer. Et là, normalement, il doit vous dire que le service de déploiement a été démarré correctement. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Donc, si vous lisez bien les messages et tout, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez. Maintenant, pour la deuxième étape, on va avoir besoin d'une ISO du système qu'on veut déployer. Donc en l'occurrence, là ici, on va déployer un Windows 10. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous prenez l'ISO entière de Windows 10 que vous copiez dans votre Windows Server. Ce que je vais faire là, pour vous montrer deux possibilités. Là, vous copiez de votre machine physique, vous allez sur votre machine virtuelle, et vous la collez. Ça, c'est la première façon. On va dire simple. L'autre n'est pas très compliquée, mais c'est pas forcément ce qui vous vient forcément tout de suite en première idée. C'est pas loin, vas-y. Boot, effectivement, ça sera pour le démarrage. Ça, c'est les fichiers qu'on va avoir besoin de rechercher sur cette ISO, tout à fait. Parce qu'en fait, sur cette ISO, on va avoir besoin de deux fichiers qui vont nous intéresser. Le fichier qui s'appelle boot.wim, W-I-M, et l'autre qui s'appelle install.wim. Ouais. Pour le faire, oui, enfin, ou un. Mais bon, si tu as créé ton compte qui est en admin du domaine, ton WDS, tu peux le faire sans problème. Non, mais sur le serveur, tu peux pas te connecter non plus, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. Normalement, tu n'auras pas besoin de te loguer directement à Windows, en fait. Du coup. On peut le mettre sur le serveur. Oui. L'ISO, on la met sur le serveur. Donc ça, c'est la première possibilité pour récupérer l'ISO. La deuxième possibilité, c'est qu'ici, vous voyez que vous avez là l'ISO du serveur que vous aviez monté dans la machine à l'install. En fait, le but, c'est de changer l'ISO que vous avez installé dans VMware. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les settings de la machine. Vous allez dans CD DVD. Donc là, vous retrouvez votre ISO de Windows Server. Et là, vous allez du coup à la place mettre l'ISO de Windows 10 de Windows 10. Et donc comme ça, quand vous validez, il vous a changé l'ISO. Et du coup, l'ISO est déjà monté. Si vous prenez cette habitude-là, c'est plus rapide. L'autre, ça marche aussi, mais c'est juste que du coup, il faut attendre que la copie de l'ISO entière se fasse. Mais bon, les deux fonctionnent. Juste si vous avez pris la méthode par l'ISO direct, il faut faire un double clic dessus. Afin qu'il vous l'affiche tous les fichiers directement en tant que CD mis dans la machine. Voilà, maintenant ça c'était la première partie, c'était de récupérer son ISO pour pouvoir avoir accès aux fichiers qui sont contenus dans l'ISO. Donc soit en changeant l'ISO directement dans VMware ou en copiant dans la machine virtuelle l'ISO à partir de la machine physique. Ouais.
Pour rentrer dans l'ISO, c'est ça? Ouais, Donc là, quand tu as copié ton ISO, donc t'as pris ton ISO qui était sur ta machine physique, tu l'as collé. Ah, l'autre méthode. Donc l'autre méthode, c'est tu vas dans les settings de la machine de la VM, CD, DVD, et là tu changes l'ISO qui est déjà monté. Là que tu as l'ISO de Windows Server, bah, tu mets l'ISO de Windows 10 à la place. Donc là, c'est plus rapide parce que du coup, vous n'avez pas besoin de faire un copier-coller. Mais après, c'est vous qui prenez votre choix. L'autre, elle est bonne aussi, elle est valable. Hein. Il ne met pas non plus 3 heures pour copier l'ISO dans la VM. Donc voilà, ça maintenant vous avez votre ISO. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est les images d'installation. Il y a un problème. ouais, apparemment, il m'a fait 930 euros sur mon PC et ma machine physique. Ah, donc je pense que tu n'as peut-être pas retiré toutes les machines virtuelles, si ça se trouve. Faut été voir dans C, mes documents, c'est là que sont stockés par défaut les machines. Donc je pense que il y a peut-être des machines que tu as supprimées, mais pas physiquement. C'est pour ça que je vous avais dit de penser à faire supprimer du remove from disk, pour être sûr d'éviter d'accumuler des machines virtuelles qui ne servent plus. Et sauf qu'a priori, là, ça n'a pas été fait. On peut désupprimer depuis l'explorateur aussi. Mais à partir de VMware, on peut supprimer du disque complètement. Donc je vais le remontrer du coup. Donc là, vous allez faire un clic droit sur la machine que vous voulez supprimer. Vous allez dans Manage. Et là, vous avez, bon, qui est en grisé parce que la machine fonctionne, vous avez Delete from disk. Donc là, dans ce cas-là, vous supprimez également les fichiers. Si vous faites juste Remove, ici, euh, ici, là, si vous faites juste le Remove à cet endroit-là, dans ce cas-là, vous allez juste supprimer la machine de la liste. Vous n'allez pas supprimer ces fichiers physiques. Donc c'est bien pour ça que là, par exemple, au niveau de l'exercice d'avant, j'avais bien demandé de supprimer également les images physiques. Ça évite d'accumuler parce que du coup, les disques sont pas non plus énormes sur ces machines-là. Donc ça peut vite gonfler. Même si on met pas la machine directement à 60, ça peut gonfler. Donc voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est image d'installation et de démarrage. Donc là, vous pouvez faire dans l'ordre que vous souhaitez. Soit vous commencez par mettre l'image d'installation, soit vous commencez par mettre l'image de démarrage. Il n'y a pas d'ordre précis. Il faut juste faire les deux. Donc du coup, on va commencer par l'image d'installation. On va faire dans l'ordre des cases. Donc, ajouter une image d'installation. Tout simplement, j'ai fait un clic droit. Là, il va me demander un groupe d'images. Donc par exemple, je vais dire Win 10, parce que c'est des Windows 10 que je vais déployer. Mais si j'ai une ISO, par exemple, de Windows 7, de Windows 8 et autres, je peux aussi les mettre dans un autre groupe pour les déployer via un WDS. C'est pas compatible que avec Windows 10. C'est compatible avec toutes les différentes versions de Windows. Donc ensuite, ici, il demande l'emplacement d'un fichier. Donc ici, comme on est dans l'ajout d'images d'installation, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier install.wim. Et si vous avez un doute où se trouve ce fichier-là, si vous lisez bien, il se dit que c'est disponible sur le DVD d'installation dans le dossier source. Donc là, même si vous avez un doute, il suffit de lire le message et vous redit à quel endroit ça se trouve. Du coup, on va faire parcourir pour accéder à nos fichiers. On va accéder à notre lecteur de CD qui correspond à notre Windows 10. Et ici, on voit qu'on trouve le répertoire source. Bon, je ne peux pas le mettre beaucoup plus gros. Source. Et ici, si vous descendez,
voyez qu'il vous trouve le fichier. Ah, c'est pas la bonne version que j'ai pris. Le fichier install.vim, j'ai des petits soucis aussi. Euh, Il faut le récupérer avec oui, mais normalement, cette version-là, elle n'était pas censée. Elle n'était pas censée avoir ça. Ah, ils l'ont remis encore en fichier ESD. Ah, mais il me semblait que cette version-là, elle n'était pas censée l'être, justement. J'avais plusieurs images au disque et c'est comme ça. Ouais, mais à un moment, justement, ils étaient revenus dessus, justement. Ça m'arrange pas. Alors, c'est pas grave, je vais essayer de vous retrouver après une autre version. Du coup, du coup, pour finir la démonstration, je vais remettre non, pas ça. Je vais remettre l'ISO de mon serveur. Je vais y arriver. Et après, je vais essayer de vous trouver la version qui a le bon truc, parce que j'étais persuadé que celle-là, elle allait l'avoir. Faut que je revérifie. Alors, donc c'est pas grave. Pour vous montrer. Hein? T'as les deux, toi? Et pourtant, c'est la version que tu l'as récupérée d'où du NAS, là? Ouais. Bah alors pourquoi la mienne, elle est. Bon, pour la démonstration, si vous avez les deux, bah tant mieux, vous continuez avec le Windows 10. Si vous l'avez pas, bah là je vais remontrer la démonstration avec une ISO de Windows Server. Hein? Bah, de toute façon, après vous allez refaire l'exercice. C'est juste que faut que je regarde l'image. Pourquoi l'image, des fois, elle montrerait le bon fichier ou pas. Moi, j'ai install.vim, mais uniquement pour Windows 10. Ouais, bah, de toute façon, normalement, l'install.wim, il doit prendre toutes les versions, normalement. Ouais, mais au moment de l'extraction de l'ESD à Wim, Mhm. Ah, t'avais choisi. j'ai pas trouvé comment choisir plusieurs versions. D'accord. Bon, au pire, te le mettre sur le NAS, au pire, dans le pire des cas. Euh, alors, du coup, bon, juste pour finir la démonstration, parce qu'après, vous allez le réessayer. Donc, ici, je fais parcourir. Je vais dans Cancel VM Tools. Mais, j'avais dit Windows 2022. Ah, ok. Voilà. Donc, je vais dans Source. Et là, il me propose bien le fichier install.wim. Donc, je vais vérifier pourquoi après il n'a pas la bonne version, alors que du coup, Jassim il a utilisé la même ISO et il y a les deux fichiers. Donc là, bah, quand on fait install.wim, on fait suivant. Et ici, il nous montre les différentes versions qu'il a reconnues dans le fichier install.wim. Donc dans ce cas-là, bah, on va cocher par exemple que celles qui ne sont pas marquées encore. Ou vous, si vous avez l'installation de Windows 10, vous allez cocher par exemple que Windows 10 Pro. Parce que ce qu'on va déployer, ça sera que du Windows 10 Pro. Mais si à l'intérieur de l'entreprise, vous avez plusieurs versions de Windows 10 qui doivent être déployées, et ben vous choisissez les différentes versions qui vont être à déployer. Et je veux dire, c'est pas forcément besoin avec Windows 10 de laisser toute la liste de la dizaine de versions. Donc bon, moi ici, du coup, bah, c'est Windows Server que je vais déployer. Parce que l'ISO, elle m'a décidé de m'embêter. Et là, du coup, il ajoute les deux images. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, sur Windows 10, ça sert à rien de laisser les 12 versions parce que sinon, il va mettre d'autant plus de temps à ajouter l'image et ça va occuper d'autant plus de place sur le disque.
Ouais, mais l'autre quand même au cas où. Mais c'est bizarre quand même, hein. Ou alors c'est pas la bonne version que je voulais. Monsieur, Ouais, j'ai fait ça avec la manip, ça me demande de réseau par coup. Pour, pour l'ajout d'image. voilà. Attends. On va rester sur l'image de démarrage maintenant. Quand je dois rajouter, ça me remet pareil aussi. Pareil que D'accord, attends, je vais venir voir. Donc du coup, voilà, on l'a fait pour pour l'ISO, pour l'image d'installation. Maintenant, on va refaire exactement la même manip pour l'image de boot. Et donc là, à la place, vous prenez boot.win. De toute façon, si vous avez un doute, boot égale démarrage, install égale installation. Si vous avez un doute dans l'ordre. Et en fait, cette image-là, c'est celle qui va permettre de démarrer l'installation du système. Donc ici, vous pouvez lui donner un nom ou pas. Boot serveur, par exemple. Donc là, bah, s'il avait trouvé plusieurs images de boot à l'intérieur, il vous aurait proposé le choix. Bon, là, normalement, il y en a qu'une seule. Voilà, quand la barre est verte, vous faites terminer. Et là, normalement, si vous avez bien mis que de répondre aux ordinateurs connus et inconnus dès la base, votre serveur WDS est prêt. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de compliqué en plus que ça. C'est juste de bien se souvenir où aller retrouver les éléments et du coup d'être sûr que l'ISO ait bien tous les éléments. Donc ça, je vais vérifier après. Parce que normalement, ils étaient censés... à une époque, effectivement, les Windows, il y avait le fichier ESD, mais normalement, ils étaient revenus en arrière parce que ça compliquait la tâche, justement, pour les déploiements. Voilà. Et ici, vous voyez que vous avez périphérique en attente, en dessous. Périphérique en attente, c'est là où justement vous allez avoir les ordinateurs qui sont en attente d'approbation par l'administrateur si jamais vous avez coché la case euh, attente de l'approbation pour les ordinateurs inconnus. Donc tout simplement, ici vous aurez la liste des périphériques des ordinateurs qui seront en attente et vous validerez ou pas si vous êtes d'accord que le WDS se fasse. Voilà. Là, côté serveur, on est bon. C'est réglé, on est bon. Maintenant, on va passer côté machine où on va vouloir déployer. Du coup, on va créer une nouvelle machine classique. Vous pouvez utiliser du custom ou typique, peu importe. Ici, comme d'habitude, on va pas mettre d'ISO. Ça change pas. Donc ici, je dis que ça va être à Windows Server 2022. Si vous avez réussi à faire la manip en 2010, vous mettez Windows 10. Là, vous donnez un nom à la machine, à la VM. Bon, bien sûr, si c'est une machine physique, bah, le nom, ça sera plus tard. UEFI, on laisse. Là, le nombre de processeurs, je vais laisser tel quel. Par contre, du coup, le NAT, il faudra que je le change pour être sur le même réseau. Donc là, par contre, du coup, je vais juste changer le réseau pour le passer dans le même réseau que mon serveur, parce que sinon, j'aurais pas accès. Il n'y aura pas de réponse. Mais on verra que par la suite que si on a un routeur et tout qui permet de faire la transition entre plusieurs réseaux,
ça pourra répondre à travers le routeur. Donc on fait close. Et ici, par contre, on a le lecteur CD, mais ici, par contre, on ne va pas y toucher. À la limite, on pourrait même presque le supprimer. Mais après, si on le supprime, il va y avoir des problèmes pour les tools. Donc, on ne va pas y toucher. Là, on ne met pas d'ISO. Parce que justement, l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas besoin d'ISO avec le Windows, pour le déploiement. Du moment que le serveur fonctionne. Et là, tout simplement, on va allumer la machine. Donc bon, là, il me dit qu'il ne peut pas connecter le lecteur de CD physique parce qu'il n'y a pas de lecteur de CD. Donc bon, là, vous faites yes ou no. Et là, vous voyez qu'il me met que le client, il a récupéré le 234. Bon, là, je suis revenu là parce que j'ai pas appuyé assez vite. Mais là, si je relance le réseau, là, il a bien trouvé mon serveur qui a répondu sur l'adresse 250. Et donc là, il suffit que je fasse entrer. Et là, du coup, à ce moment-là, il commence à transférer des fichiers du serveur vers la machine virtuelle. Donc là, on va le laisser finir. Justement, on voit que le fichier boot.wim, il est en train de l'envoyer. Bon, après, en fonction du réseau et tout, ça peut être plus ou moins long. Je sais pas si on le voit ici, la vitesse. Qu'est-ce qu'il nous dit si on regarde le gestionnaire de tâches? Parce que là, on voit qu'il envoie quand même à 230 mégabits par seconde. Donc ça fait pas non plus un gros volume de mégaoctets, mais on voit qu'il envoie, quoi. Donc bah là, il avait fini d'envoyer, donc il continue le programme d'installation. Bon là, il désapprouve un peu de le faire, mais c'est peut-être parce que c'est du serveur 2022, je crois que j'ai jamais essayé de le déployer. Mais là, il refuse pas. Par contre, le Windows 11, c'est pas qu'il y a un truc de désapprobation, il y a carrément un refus. Il dit non, vous pouvez pas déployer Windows 11 avec le WDS. Donc ici, bah, on choisit la langue si on veut changer la langue. Voilà. Et ici, donc, c'est là qu'il faut regarder. Bon, là, vous le verrez. Ici, il faut rentrer un admin du domaine pour valider l'installation. Donc, il y a deux possibilités pour le rentrer. Soit vous mettez le nom de domaine, Torsi, donc l'utilisateur. Bah là, je pourrais utiliser par exemple informaticien, par exemple, parce qu'il est admin du domaine. Donc lui, il passe. Mais je pourrais très bien mettre aussi administrateur. Et l'autre possibilité de taper, vous pouvez faire aussi informaticien@torsi.rf. De toute façon, si vous avez un doute, si vous regardez bien la fenêtre, ici, là, et ici, il vous met les deux possibilités pour identifier. Donc il ne faut pas mettre juste l'utilisateur. Il faut lui préciser sur quel domaine il va aller chercher l'approbation. Et donc ça, c'est soit en mettant le domaine anti-slash le nom de l'utilisateur ou le nom de l'utilisateur @ votre domaine. Ensuite, bah, du coup, on met le mot de passe qui va avec.
Et si du coup, il vous propose la liste des systèmes à installer, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a bien reconnu. Donc bon, là, je vais prendre le standard. De toute façon, ça change pas grand-chose. La version data center. Ce qui va changer essentiellement dans les trucs qui peuvent vous intéresser le plus, c'est le nombre de machines VM qu'on peut créer en Hyper-V, qui est un autre hyperviseur de type 2. Je crois qu'on peut en créer 2 ou 3 avec la version standard et un nombre illimité avec la version data center. Hmm. Ouais, ou peut-être 2 même, juste. Ouais. Donc, mais c'est la différence. C'est pour ça que si vous mettez le standard, ça suffit, parce que de toute façon, on va pas spécialement travailler avec l'Hyper-V. On va le voir il sera vu plus tard quand même que vous voyez à quoi ça ressemble et tout. Parce que l'interface est un peu différente et tout. Et là, du coup, bah, ça y est, il commence à copier les fichiers pour faire une installation. Et là, il faut quand même intervenir physiquement sur chaque machine. Oui, il faut quand même démarrer la machine. Il n'y a pas moyen d'automatiser tout ça. Normalement, si. Mais après, c'est ce qu'on appelle les fichiers de réponse. Mais tant qu'à faire un fichier de réponse, à ce moment-là, il faut plutôt aller s'orienter dans la version Microsoft Deployment Toolkit, qui a des possibilités plus avancées et qui va créer du coup un fichier de réponse automatique. Et après, on peut même, du coup, si vraiment on veut automatiser, à partir de là, donc je vais vous montrer. Là, je retourne sur mon serveur. Là, pendant ce temps-là, il installe. Hein. Là, on voit qu'il envoie un petit peu de données. Donc, on voit comme qu'il n'envoie pas à fond. Donc, ça veut dire qu'on peut lancer plusieurs machines simultanément. Parce qu'on est loin de saturer les 1 gigabit par seconde, là. Puisqu'on est on est à peine à 200. Donc, on peut envoyer 4-5 machines théoriquement simultanément par le WDS. Donc, du coup, si on veut effectivement, des fois, s'il y a des problèmes avec la validation du message et tout qu'il a trouvé parce qu'il fallait appuyer sur Entrée, on peut faire un clic droit sur le serveur, propriété, et là vous avez, non pas la réponse PXE, la réponse PXE c'est si vous voulez rechanger l'état des réponses, aucun ordinateur connu, inconnu, et l'approbation. Voilà, c'est ici, c'est dans démarrer. Dans démarrer, on peut des fois avoir besoin d'appuyer sur F12. Mais du coup, on peut aussi cocher toujours continuer le démarrage PXE dès qu'il a été trouvé. C'est-à-dire que là, normalement, si je revalide et que je relance une autre machine derrière, il ne va pas me demander normalement d'appuyer sur Entrée, il devrait continuer directement les étapes. Et après, si on a l'image de démarrage pour les réponses automatiques, c'est là qu'on peut les rentrer pour vraiment essayer d'optimiser au maximum. Mais dans ces cas-là, si vraiment on veut aller jusqu'à créer un fichier de réponse automatique et tout, dans ce cas-là, vaut mieux se pencher plus sur la solution du Microsoft Deployment Toolkit, qui est moins effectivement aisé à faire que là, mais on peut rentrer beaucoup plus d'options dans le fichier de réponse et qui là du coup qui sera là pour le coup automatisé avec ce fichier de réponse. Et l'image système, on pourrait déployer des images système directement. Avec le MDT, oui. En fait, le MDT, il va avoir besoin de toute façon du rôle WDS. Mais il rajoute des couches supplémentaires au WDS pour la gestion de ça. Et après, bah, en fait, dans le fichier d'automatisation, on peut choisir la version, on peut choisir comment on organise le nom des machines. Parce que là, du coup, il va me mettre une machine en desktop quelque chose. Dans le fichier de réponse, on peut très bien lui dire, elle s'appelle torsi-1 et ensuite il va détecter que s'il y a déjà la 1, il va passer à la 2 et ainsi de suite. On peut lui demander faire des installations de programmes directement aussi, comme on va voir qu'il est possible de le faire avec
avec les GPO. Donc avec l'image de démarrage MDT, on peut lui demander d'installer Office, d'installer VLC, d'installer différents logiciels directement. Donc on peut faire beaucoup plus de choses. Mais là, à l'instant T, je pourrais vous retrouver le tuto pour vous le montrer et tout, pour voir que c'est plus compliqué. C'est pas faisable, faut bien suivre le truc, faut bien comprendre le principe. C'est pas aussi simple que juste le WDS. Mais le WDS sert encore pas mal parce qu'il y a quand même encore pas mal de Windows 10 qui sont en entreprise. Mais c'est vrai que du coup, par contre, il est périmé pour les Windows 11. Et donc, a fortiori, il est périmé aussi pour les Windows 12 qui vont arriver de toute façon aussi. Il y a plus de Windows 7 que de Windows 11 dans le produit. Oui, donc pour l'instant, il y a encore plus de trucs qui peuvent répondre encore par le WDS que. Donc déjà, ça permet le WDS l'entrée sur la partie déploiement quand même. Donc là, du coup, il en est où? Bon, on va essayer, tiens, d'ailleurs, le truc toujours continuer le démarrage PXE. Donc du coup, bah voilà, là, il me demande quelle langue je veux utiliser et tout. Ok. Là, j'en suis à l'administrateur. Et là, du coup, on voit qu'on a installé le serveur et que ça a été quand même plus rapide presque que quand on l'avait fait avec l'ISO de base. Voilà, donc, parce que tu vas l'installer, déployer 10 bécanes en 5 étages différents, Oui, je pense qu'une image, c'est plus rapide. ouais, ça dépend. Ça dépend comment ça a été aussi, effectivement, s'il y a un fichier de réponse automatique ou pas. Parce que si t'as un fichier de réponse automatique et que tu es sûr que ton serveur qui répond est le bon, limite tu peux juste demander à la personne d'allumer la machine. Ouais, voilà. Ou toi d'aller allumer la machine. Donc là on va juste tenter le réglage que j'ai fait. Bon là je vais le faire en typique. Voilà, je vais juste changer le réseau. Là logiquement il est censé le trouver. Voilà, donc là il a bien continué automatiquement sans que j'ai besoin d'appuyer sur entrée au démarrage déjà. Donc si après on complète effectivement avec un fichier de réponse automatique, on peut l'optimiser. Mais déjà, c'est déjà comprendre comment ça se fait, comment ça marche le déploiement. Donc déjà, c'est la première approche. Mais après, on peut aller plus loin. Je sais plus si on les retrouve ici ou pas. Pixel, DDS. Euh, Avancer, ça c'est le contrôleur de domaine. Voilà, c'est ça. Activer l'installation sans assistance. C'est là qu'on met les fichiers de réponse. Donc là, c'est ça, c'est les fichiers de réponse qu'on peut aller chercher. Après, sur le site de Windows, on trouve des exemples, on peut trouver différents exemples. J'ai pas retesté, mais théoriquement, avec une IA, on peut lui demander aussi de créer une base et après on adapte. Donc on peut. Et là, on va vérifier normalement du coup, si on prend notre machine. Bah, j'ai l'impression que pour le coup, peut-être parce que c'est un serveur, il l'a pas fait, mais j'ai l'impression qu'il l'a pas rentré dans le domaine. On va voir. Mais j'ai pas l'impression parce qu'il n'y avait pas marqué autre utilisateur. Mais bon, après, j'avoue que j'avais pas essayé de déployer non plus un Windows Server 2022 comme ça. Normalement, c'est plutôt les Windows 10 qu'on déploie. C'est juste que je vais revérifier pour mon image, là, c'est bizarre.
Donc oui, on voit que là, il l'a pas mis automatiquement. Voilà, c'est pas grave, on va essayer de le mettre, on va voir ce qu'il nous dit. Donc dans ce cas-là, le serveur, c'est pareil hein, que sur Windows 10. Vous allez dans Modifier et on va mettre le domaine. Donc dorsi.rf. J'ai dit. Et ici, on va voir s'il le prend en un coup ou pas. SRV WDS. On va voir s'il le prend en un coup. Donc, voilà, donc ça se fait de la même façon à partir d'un serveur aussi. Ouais. Alors attends, je suis un petit peu loin. Je redémarre ça et j'arrive. Et donc du coup, normalement, maintenant, on va le voir dans la liste des machines. Voilà, là on voit notre serveur WDS, donc qui a été bien rentré. Attends, je vais voir la réponse là-bas. Oui. Donc il a trouvé le boot, mais du coup, installe dans l'image d'installation. En fait, c'est comme s'il n'avait pas reconnu en fait, l'image d'installation. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça, du coup. Je pensais que c'était le contraire parce que tu avais commencé à booter, mais non, c'est le contraire. Donc c'est pour ça vous êtes obligé d'avoir les deux. Si vous n'avez pas dans l'un ou dans l'autre, votre PXE ne va pas correctement marcher. Parce que là, par exemple, ça avait commencé à démarrer, il avait bien l'image comment il s'appelle, dans l'image d'installation, mais là, par exemple, il n'y avait pas le boot. Donc, mais par contre, le PXE avait quand même commencé un petit peu, il avait reconnu. Alors, dans ces cas-là, tu supprimes le service et le répertoire où il avait installé le remote install. Je supprime aussi. Avant de réinstaller. Ah, de supprimer le rôle ou ouais. Alors, va ici. T'avais bien mis hop. Vas-y, fais un double clic sur le bon, on va essayer de supprimer, de réinstaller. Et le non, ouais, supprime ça aussi. Non, c'est pas pour l'utilisation. Allez. Va sur le WDS, faire clic droit là sur le serveur. On fait clic droit sur le serveur. Vecteur local, ok. Ça va service. Essayer de redémarrer le serveur complètement. Pour voir ce qu'il dit. Donc du coup, bon là effectivement, le serveur que j'ai déployé, on a dû le rajouter à la main dans le domaine, mais normalement, par défaut,
si ça fait partie d'un Active Directory, il est censé l'ajouter automatiquement aussi. Oui. J'ai toujours encore problème avec la machine Windows 10, quand je me connecte avec un administrateur. Oui. Voilà. Attends, je finis l'explication. J'ai presque fini l'explication et j'arrive. Donc voilà. Est-ce que par rapport au principe et tout, comme ça semblerait clair. Hein. Nassim, toi c'est bon? Ça semblerait clair? Ok. Donc du coup, là maintenant, bah, ça va être à vous de le tester. Alors toi, je vais venir voir pour ton problème. Alors la meilleure façon, hmm, parce que là vous l'avez tous testé en live ou pas? Vous avez certains, vous aviez noté les trucs. Parce que du coup là, il est 14 heures. Bon, théoriquement, normalement, vous avez largement le temps de réinstaller un serveur avec un domaine DHCP DNS sans forcément rajouter d'autres au DNS et de refaire le WDS. Comme ça, on va repartir sur une base parce qu'il y a des trucs où il y en a qui ont planté. Mais là, je vais quand même venir voir pour régler ton problème. Alors, par contre, avant de supprimer le serveur sur lequel vous êtes et d'en recommencer un, soit vous avez fait un snapshot du, du serveur avant avant qu'il y ait quelque chose. Donc dans ce cas-là, vous pouvez repartir de ce snapshot-là. Et pour le Windows 10, pareil, soit vous avez un snapshot avant de le mettre dans le domaine. Euh, si vous n'avez pas de snapshot avant de le mettre dans le domaine, il va falloir la sortir la machine du domaine. Donc ça, du coup, je vais vous le montrer parce que ça, effectivement, je vous ai montré comment intégrer un Windows 10 dans un domaine, mais je vous ai pas montré comment la sortir. Parce que si jamais votre machine, bah, du coup, le serveur doit être changé ou quoi, ou vous devez la déplacer et qu'elle va être sur un autre domaine, il faut penser toujours à sortir la machine avant de plus pouvoir contacter le serveur. Donc ça n'a rien de compliqué. Vous vous connectez avec directement un administrateur. Du coup, toi, tu avais créé informaticien, tu l'avais mis en administrateur ou pas? Ouais, n'importe quel administrateur, je pense. Ah, aucun des deux. Ok. Bon, je vais venir. Mais suis du coup quand même comment on ressort la machine, même si tu peux. Ouais. Sinon, essaie de te connecter avec un non-administrateur. Et après, normalement, il va te demander un code administrateur pour quand tu vas voir. Donc tout simplement ici, on va faire non. Comme pour aller dans le même menu quand on a enrôlé. Bon, pourquoi il a décidé de pas m'afficher l'autre? Bon, on va pas chercher. Donc renommer ce PC avancé. Modifier. Et ici, tout simplement, on va recliquer sur groupe de travail. On va faire en fait l'opposé de ce qu'on a fait précédemment. Là, bon, on va remettre workgroup comme il était à la base. Vous pouvez mettre n'importe quoi, comme vous le souhaitez. Mais par défaut, c'est workgroup. Et vous faites OK. Donc là, il vous dit juste par contre qu'il va falloir connaître le nom d'un admin qui est l'admin local, c'est-à-dire celui qui a été créé qui a été créé au moment où vous avez créé le Windows 10 de base. Donc là, on fait OK. Ah non, il n'a pas redemandé. Je croyais qu'il redemandait. Il m'a demandé, moi.
Ouais, mais t'étais connecté en administrateur ou aussi? Ou sur un vendeur ou quelque chose comme ça? Non. Bon, voilà, je sais pas pourquoi il m'a pas redemandé, mais normalement il est censé vous redemander un compte d'administrateur du domaine pour pouvoir quitter le domaine. Et donc là, bah, il n'y a plus qu'à redémarrer. Et là, du coup, vous allez voir qu'il va plus vous proposer autre utilisateur. Il va directement vous mettre les utilisateurs locaux. S'il y en a plusieurs. S'il y en a qu'un, ben, il va vous mettre le seul qui est disponible. Et donc comme ça, si vous pensez bien quitter le Windows et que vous en avez possibilité, ça vous évite de réinstaller le Windows. Parce que par contre, si vous ne l'avez pas fait avant que le serveur ne soit plus disponible, et ben dans ce cas-là, bah, vous allez être bloqué parce que vous ne pourrez plus obtenir l'accord de l'administrateur du domaine. Donc voilà, vous voyez, il s'est même directement logué. Donc du coup, comme ça vous évite de réinstaller éventuellement le Windows 10. Et le Windows et le serveur, bah, si vous avez fait un snapshot avant de faire le reste des configurations, vous pouvez du coup reprendre ce snapshot là. Ou vous pouvez le supprimer et en refaire un de zéro au choix. Alors, ça, je vais arrêter.